Les dépenses de crédit au mois de juillet ont dépassé 41 milliards de shekels. Cela fait effet aussi aux dépens des achats en liquide. Preuve que les consommateurs israéliens achètent de façon intelligente. Un plaisir de retrouver notre ami Daniel Guggenheim. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, on est ensemble, bien sûr, pour parler d'économie, comme chaque semaine. On va commencer avec un sujet, somme toute, on va dire, pas très intéressant, puisque c'est des chiffres, mais ça en dit long sur le comportement des Israéliens. Il y a eu un record des dépenses en carte bleue au mois de juillet. Alors, a priori, ça n'a pas l'air passionnant, mais pourtant, ça l'est. Comme d'habitude, vraiment, vous présentez bien les choses. Oui, parce qu'on apprend plein... Ça explique beaucoup de comportements. Je pense. D'abord, les chiffres, puisque vous avez parlé de chiffres, pour dire aux gens, 41 milliards de shekels ont été dépensés par les Israéliens au mois de juillet. Ça représente, par rapport au juillet de l'année dernière, une augmentation de 6%. Or, d'après ce qu'on sait, l'inflation a été autour de 4 quelque chose. Donc, c'est même plus que l'inflation. C'est pas seulement ça qui explique. Donc, a priori, on se rend compte que les gens ont plus consommé, ont plus dépensé d'argent par carte bleue. Oui. Maintenant, il faudrait savoir pourquoi. Oui. Ce qu'on remarque aussi d'ailleurs, c'est que quand on tire de l'argent des caspomates pour avoir du liquide, ça a un petit peu baissé de 5%. Donc, apparemment, c'est une augmentation de la consommation qui s'est surtout faite par les cartes de crédit. Une autre chose, c'est que là, c'est vraiment un record historique, 24 milliards de shekels par le online, c'est-à-dire que même sans se déplacer, on fait des achats de crédit au téléphone ou sur Internet, etc. Donc, cette tendance augmente encore. Ça, c'est les chiffres qu'on a. Comme vous dites, comment analyser ces chiffres spéciaux par rapport à d'autres données qu'on a macroéconomiques? D'abord, on sait que les gens ont, ces derniers mois, pris dans leur épargne à long terme ce qu'on appelle les fonds de formation, Keren Ishtalmut en hébreu, les pitsouyim, les dédommagements des fois quand on quitte le travail. Et ça, ils ont pris là-dessus C'est-à-dire qu'ils ont utilisé, ils ont sorti leur épargne pour faire quoi? Pour consommer. Okay. Ça, c'est une chose qui est arrivée aussi. On remarque également que les salaires, eux, ont augmenté on a les chiffres pour juin, estimés maintenant, de 6% par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire, comme il n'y a pas une situation de chômage, apparemment, les salariés ont plus d'argent, et même plus que l'inflation, que le pouvoir d'achat reste bon réellement. Par contre, il y a une chose qu'on sait qui a beaucoup augmenté plus que cela, c'est les coûts du crédit, que ça soit pour les mashkantaot, c'est-à-dire les prêts à long terme hypothécaires, qui ont augmenté donc de façon très très importante. Pour certains, c'est peut-être 20-30% plus de ce qu'ils payaient l'année dernière. Et pour des prêts à la consommation, même j'ai entendu parler de multiplier par 6 par rapport à ce qu'il y avait il y a un an, puisque le taux de la Banque d'Israël est passé de 0,1 à maintenant 4,75. Et donc ça, il y a un coût, et on voit d'ailleurs des gens ont plus de mal à payer leur mashkanta, puisque les banques eux-mêmes disent qu'ils c'est-à-dire que les gens consomment moins en liquide, plus en carte bleue, en raison de la hausse des crédits? C'est ça l'histoire? Oui, tout à fait, c'est mon analyse. Parce que comme les gens voient leur budget par rapport aux banques s'alourdir, que ce soit des prêts mashkantaot, donc à long terme, des hypothécaires, encore plus même peut-être pour les prix à la consommation. Okay. Et donc, eux, ils veulent garder le même achat, le même niveau d'achat. Le même rythme de consommation. Oui. Okay. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent par carte de crédit. Et en Israël, les cartes de crédit, on peut échelonner ces dépenses pour plusieurs mois, sans la plupart du temps payer même pour cela des intérêts. Et donc, en vérité, d'ailleurs, c'est même économiquement, je dirais, beaucoup mieux de le faire de cette façon-là. Étant donné que le crédit est tellement cher maintenant et qu'il y a une inflation quand même assez importante, utiliser la carte de crédit revient moins cher. Beaucoup moins cher. Et donc, à mon avis, c'est un comportement économicos, on dirait, c'est-à-dire intelligent de la part des Israéliens pour pouvoir garder leur niveau de consommation et d'agir de cette façon.
façon-là. Donc, ils consomment intelligemment. Oui. Eh ben, c'est pas mal. Bravo les Israéliens. Alors, on continue avec le marché de la location. On le sait, on a été un petit peu perturbé ces derniers mois. On vient de le dire, le coût de l'immobilier, etc. Les loyers ont augmenté. Difficile d'acheter puisque les crédits sont très chers. On en est où au niveau du marché de la location? Est-ce que ça continue d'augmenter ou pas? Je voudrais parler de ce sujet parce que l'Institut des statistiques a publié cette semaine un rapport très détaillé, certains disent même qu'il l'avait déjà fait jusqu'à présent sur le marché locatif, où on en est. Et ils ont dit la chose suivante. Sur les à peu près 2,85 millions d'appartements qui existent en Israël, ce qu'on appelle le parc immobilier en Israël, je parle pour d'habitation, il y en a 28% qui sont loués. C'est important parce que... Sur tout Israël. Sur tout Israël. Combien à Tel Aviv, on sait? Oui. À Tel Aviv, c'est 50%. Ok. 50% des appartements achetés sont loués. Ok. Et à Jérusalem? Et à Jérusalem, 30% seulement. Là, d'après votre présentation, c'est logique. Étant donné qu'à Tel Aviv, ça coûte tellement d'argent d'acheter un appartement, celui qui veut habiter là-bas, souvent ne peut pas avoir un appartement lui-même. Et donc, s'il veut habiter ces endroits-là seul ou avec d'autres personnes, il va louer plutôt qu'acheter. Justement, ça va dans le même sens que... Qu'est-ce qu'il a remarqué l'Institut d'esthétique? La chose suivante. On sait que les prix de l'immobilier ont augmenté énormément. Je parle maintenant en achat ces dernières années. Depuis dizaines d'années, on parle de 80% d'augmentation des prix. Et les prix de location n'avaient pas augmenté jusqu'à cette dernière année autant que le faisaient les prix des ventes de l'immobilier. Et donc, ça revenait aux gens, acheter de plus en plus d'appartements. Ils étaient intéressés à le faire aussi parce que les mashkantaot étaient très très bon marché. Les prix hypothécaires, étant donné la politique de la Banque d'Israël, revenait pratiquement zéro. Enfin, c'était plus intéressant d'acheter que de louer. Aujourd'hui... Tout à fait. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec l'augmentation massive des taux d'intérêt, les gens ne peuvent pratiquement plus acheter. On le sait. Là, maintenant, il y a le chiffre du déficit du gouvernement qui a été fait pour juin. En grande partie, il est fait parce qu'il y a beaucoup moins d'achats qu'il y avait il y a un an. Alors, est-ce que par rapport à d'autres pays, Israël, en termes de parc immobilier loué, est dans la moyenne ou pas? Justement, il y a quelques années, il n'y avait que 23% des appartements qui étaient loués. Si on regarde par rapport à l'ensemble des pays du monde aujourd'hui, les 28% qu'on a parlé, on est dans la moyenne. Pourquoi? Dans les CDE générales, c'est 23% à peu près des prix. La moyenne de l'OCDE, voilà, ouais. Ouais. Tandis qu'en Europe, c'est 30%. Donc, en vérité, Israël, maintenant, point de vue du rapport entre l'immobilier et ce qui est loué et ce qui est acheté par les gens, on est à la moyenne normale. Et c'est dû, à mon avis, beaucoup ce qui s'est passé ces dernières années, du fait que les gens ne peuvent beaucoup moins acheter d'appartements et sont obligés de les louer. Le prix moyen de l'allocation par mois d'un appartement est de 4 368 shekels. C'est une moyenne, parce que si on va à Tel Aviv, c'est pas ce prix-là. Tout à fait. À Tel Aviv, 10 000 shekels, un 4 pièces, et à Jérusalem, 7-8 000 shekels. Donc, effectivement, ça dépend des endroits. C'est une moyenne sur l'ensemble du pays, mais c'est déjà très, très lourd, puisque ces 4 300 shekels sont très lourds. Alors, une question à l'expert. Faut-il continuer de louer ou peut-on commencer à acheter, à regarder, en tout cas? Les financiers et les spécialistes de ce marché continuent à dire. Pour l'instant, dans les prochains mois, les appartements vont continuer à baisser. Il faut savoir que les promoteurs sont de plus en plus serrés à la gorge parce qu'ils ont besoin de financer nos projets et il y a très très peu de ventes. Il y a effectivement des occasions en ce moment au niveau de la possibilité de payer que très peu d'argent et d'acheter sur plan, ou d'avoir des très grandes réductions. On parle même de réductions beaucoup plus importantes de ce que les promoteurs veulent bien le dire. Mais en fait, je dirais tous ceux qui peuvent, attendez, n'achetez pas encore. Tant que les taux de la Banque d'Israël resteront à ce niveau-là, et on parle de ça jusqu'à la fin de l'année au moins, le marché de l'immobilier restera un marché d'acheteurs. Et donc, ça va encore baisser. Ça va encore baisser. Bon, on aime bien ce genre de nouvelles. On va continuer avec un autre sujet à présent, Daniel. Alors, une nouvelle un peu bizarre quand on connaît les fluctuations du marché, c'est les caisses d'assurance maladie qui apparemment sont en grande difficulté.
Alors, comment est-ce possible, Daniel, puisque ça n'a pas toujours été le cas dans les années qui ont précédé? Vous faites sûrement allusion à l'année 2021. Le ministère de la Santé a publié cette semaine des chiffres sur justement la santé des caisses maladie. Elle a dit, en 2021, il y avait un excédent de 81 millions de shekels. 2022, un déficit de l'ensemble des coupes-patrolines des caisses maladie, 1,5 milliard de shekels. 2023, d'après ces calculs, on va aller jusqu'à 3 milliards de shekels. Que dit le gouvernement? Alors, le gouvernement, il dit, c'est dû au fait que les caisses maladie ne sont pas assez productives, c'est-à-dire compétitives. On peut faire on peut faire des coupes. Il est dit, nous, ce qu'on voit, il y a des salaires des médecins qui sont importants, il y a des salaires c'est pas gentil, ça. il y a des salaires, c'est vrai, il y a des salaires dans des gens qui prennent beaucoup d'argent. Vous pouvez faire sûrement des efforts à ce niveau-là. Et donc quoi, diminuer le salaire des médecins, c'est leur proposition? Oui, et ils disent même que ils voient que les médecins se prennent des salaires qui sont interdits et ils le font de façon, les patronymes les aident de façon détournée pour ne pas qu'ils transgressent la loi qui est à ce sujet-là. Mais je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est ça leur argument. D'accord, donc ok, la Coupe-Patrolime a un argument, il y en a d'autres qui ont réagi. La Coupe-Patrolime et le ministère de la Santé disent la chose suivante. D'abord, en 2001, vous nous avez aidés pour le Corona. Il y avait de l'argent à l'époque. Et quand vous avez enlevé l'argent du Corona, et donc nous, on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que la population d'Israël, elle grandit chaque année. Et en plus, c'est une population qui vieillit. Or, c'est connu dans tous les pays que quand une population vieillit, elle consomme beaucoup plus de santé, de frais de santé. Et vous, ministère du Trésor, vous refusez de tenir compte de cette évolution-là et vous n'augmentez pas autant que ce que nous venons de dire. Et c'est ça, d'après nous, qui faisons le problème. Maintenant, comment... je vais donner d'ailleurs un exemple de cette semaine qui est arrivé sur ce combat qu'il y a entre le ministère de la Santé et le Trésor. Le Reshut Shuk HaHon, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers, qui est chargée des assurances, a donné l'ordre aux Coupe-Patrolines, aux caisses maladie, je veux que maintenant vous payiez 500 shekels en moins pour ce qu'on appelle le COD, pour les gens qui ont besoin d'être aidés à la maison. Pour ceux qui ont une assurance invalidité. Ou qui ont les droits. Oui. Pourquoi? Nous remarquons que beaucoup plus de gens maintenant ont droit, parce que le Bitoire Lomi, les assurances sociales sont beaucoup plus maintenant faciles à le donner un tel certificat. Et on voit que ça fait des déficits. Et le ministère de la Santé a envoyé au Coupe-Patrolime un ordre de ne pas diminuer. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire la Coupe-Patrolime. Ils sont entre deux feux. Entre le feu du Trésor, ce qui représente le Trésor, et l'économie, si vous voulez, et le feu du ministère de la Santé. Je pense qu'ils vont aller d'après le ministère de la Santé, mais c'est un problème. Maintenant, autre chose qu'il faut que les gens y sachent, qui est un peu plus long terme. Le ministère, encore une fois, c'est le Reshut Shuk HaHon, là, le Trésor, qui veut essayer justement de régler ce problème de déficit des Coupe-Patrolime en disant la chose suivante. Pour l'instant, ce qui est prévu en novembre. Ils sont allés, je crois, au Bagat, les assurances, mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Nous allons plus ou moins casser tout le secteur privé de l'assurance maladie. C'est-à-dire qui n'est pas par les Coupe-Patrolime. Jusqu'à maintenant, il existe des assurances privées bien sûr. Pour pouvoir, celui qui veut, avoir le médecin qui veut pour certaines opérations, etc. Tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent bien ça. sûr. Mais après, d'une certaine façon... Ça fait de la concurrence, ça veut dire que ça fait un manque à gagner pour les Coupe-Patrolime, c'est sûr. Oui, et maintenant, ce qui se passe, tout est fait par les assurances privées, et une partie peuvent se faire, d'une certaine façon, remboursée par les Coupe-Patrolime, suivant la personne, suivant l'assurance qu'il avait aussi à Coupe-Patrolime, peu importe. Alors, ça veut dire quoi? Ils sont partis en guerre contre les assureurs privés? Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Que tout passera plus ou moins par le Coupe-Patrolime et que les assurances privées, en vérité, seront beaucoup désavantagées par rapport à ça et devront tout demander au Coupe-Patrolime. Ça va d'abord casser le marché des assureurs à ce niveau-là, ceux qui distribuent ces produits-là. Et c'est pour le Trésor une façon d'avantager les Coupe-Patrolime. Ce que moi j'ai entendu, c'est que de toute façon, les Coupe-Patrolime, ils ont besoin même de s'assurer auprès des assurances parce que c'est tellement d'argent qu'on s'assure. Qu'eux-mêmes, d'ailleurs, souvent les assurances, ici, s'assurent auprès de Lloyds en Angleterre, faut le savoir. On est assuré de l'assurer. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être c'est pour le Trésor, lui, il regarde ce qu'il veut, mais c'est abîmer des professions
et détruire des gens pas tellement d'accord. Oui, et donc, donc c'est problématique parce que c'est quand même un service qui est donné. Moi, je suis pour le service pour le consommateur. Je dis, il faut pas regarder seulement l'argent à court terme, il faut regarder qu'est-ce qui est le mieux pour le consommateur. Une affaire à suivre, apparemment. On verra ce que ça donnera dans les mois à venir. Et on va terminer avec une histoire un peu particulière qui s'est déroulée à Herzliya. Voilà, ce sont des habitants du quartier qui devaient être rénovés par un programme de Tama 38 ou Pinouille Binouille et qui ont dit non, nous, on veut pas qu'on nous rénove notre quartier. Et ça a été jusqu'au tribunal. Alors, quel a été le résultat? Est-ce que on peut se servir de cette histoire pour savoir si on peut réagir comme eux dans d'autres villes, peut-être même? C'est effectivement une décision de justice qui a été prise cette semaine par un tribunal qu'on appelle en Israël Machosi, c'est-à-dire c'est le deuxième instant de district, c'est très important. Et ils sont, puisque vous avez parlé, qu'est-ce qui va se passer? Sa décision ne peut être annulée que par la Cour suprême, qu'on appelle Bet Mishpat HaElyon. Ils ont condamné, en fait, ceux qui se sont opposés à la quelle a été la décision du tribunal? Ils ont regardé, c'est une affaire qui est depuis 2013, quels étaient les arguments des gens qui s'opposaient. Il y avait quelques-uns qui s'opposaient et ils ont dit, vos arguments que vous donnez ne sont pas logiques. Ils ont employé le mot en hébreu de svirim. C'est quelque chose de très actuel. Tout le monde va comprendre maintenant. Tout le monde comprend de ce que ça veut dire. Raisonnabilité. Ne sont pas raisonnables. Vos arguments ne sont pas raisonnables. Et donc, je vous donne le choix. Ou bien vous payez maintenant chacun 2,5 millions de shekels aux voisins à qui vous avez fait des dégâts, puisque vous avez empêché cette rénovation. Eh bien oui, parce que les autres, ils auraient bien voulu avoir un mamad supplémentaire, un beau balcon, etc., tout frais payé. Là, ça n'a pas été possible. Et puis, leur maison parce que tout le monde doit être d'accord pour faire les travaux. Et leur maison aurait coûté plus cher aussi. Bien sûr. Et autre chose, ou bien je vous donne la possibilité maintenant de signer que vous êtes d'accord. Pour la rénovation. Voilà. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir, les gens, point de vue juridique, peuvent être étonnés parce qu'il y a une loi constitutionnelle très importante en Israël qui dit qu'il y a la liberté de l'homme. Et cette liberté-là est en généralement très importante et c'est rare. Au-dessus de tout. Et c'est rare qu'on va être contre elle, contre cette décision constitutionnelle. Mais là, il y a eu 2 lois qui en Israël, pour permettre justement le développement de la rénovation urbaine, qui ont enfreint ce droit constitutionnel. Cette possibilité de condamner des gens très fortement au cas où ils ne voudraient pas le faire si leurs arguments ne sont pas valables. Et deuxièmement, de pouvoir même, des fois, signer à leur place. Et ce qui est très étonnant, et dans certaines conditions, encore une fois, s'ils ne veulent pas, quelqu'un que le tribunal nommerait et que lui, il peut signer à leur place. Donc, il faut savoir que ça existe et que c'est affaire à suivre, mais que même s'ils vont jusqu'au tribunal suprême, ce n'est pas suspensif. Ça veut dire l'appel n'est pas suspensif et que apparemment c'est quelque chose qui va être donc obligé pour eux de faire ce choix et donc c'est même pas sûr que le tribunal suprême après enlève cette décision parce qu'en général c'est très rare, il faut dire, que le tribunal suprême va contre une décision du tribunal de district. Eh bien merci Daniel pour toutes ces précisions. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci. Voilà, à bientôt. Au revoir.